Donc, merci beaucoup, chers étudiants, chers invités, honorables, illustres présentateurs, Monsieur Lassana Delisaro, bonjour tout le monde. Alors, Montpellier Business School Dakar aujourd'hui est très fier d'accueillir Monsieur Sarro, que je vais présenter, d'une certification en gestion de projet option finance du Centre africain d'études supérieures, le CESAG. Il est titulaire d'une certification de gestion de projet et il prépare actuellement un doctorat en management public avec l'université Paul Valéry de Montpellier. Donc, quelque chose qui nous rapproche. Parce que notre institution MBS fait partie du pôle universitaire de Paul Valéry. Donc, M. Sarro ne finit jamais d'apprendre et a débuté donc, sa carrière dans l'industrie et a développé une forte polyvalence en travaillant plus de 20 années dans des environnements dynamiques et très diversifiés. C'est quelqu'un qui est expert dans, je vais résumer, parce que si je dois lire tout son CV, nous prendrons beaucoup de temps. Mais c'est quelqu'un qui est expert dans toutes les problématiques de partenariat public-privé, dans toutes les problématiques de développement international, autant au niveau public qu'au niveau privé. Il a accompagné plusieurs institutions comme le PNUD, le Centre du commerce international, l'USAID, la Banque mondiale, l'Organisation du commerce mondial du commerce équitable. Mais au niveau national, ce qui le caractérise plus, c'est d'avoir occupé des postes de très haute responsabilité. Il a été directeur de l'office de l'OFOR, Office national, Office des forages ruraux, et il a été jusqu'à tout récemment directeur de l'une des plus grandes entreprises publiques sénégalaises, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'ONAS, avec à chaque fois, partout où il est passé, il a innové, il a restructuré, parce qu'il ne peut pas être un spécialiste de la restructuration, il a restructuré, il a optimisé donc l'ensemble des ressources de l'entreprise. Donc voilà un monsieur qui crée de la valeur partout où il passe. Je vais m'en arrêter là, sinon je vais devenir un griot. Mais il faut faire les bonnes choses quand elles sont faites. Il faut dire les bonnes choses quand elles sont faites. Et il faut savoir élever les personnes qui font des bonnes choses pour les offrir comme exemple à la jeunesse. Monsieur Sarro va nous parler donc de l'intelligence économique et la veille des marchés africains. Applaudissez s'il vous plaît. Merci docteur, merci Mamadou, c'est un plaisir d'être là. Je pense que le continent africain est à un tournant très très important. En Afrique au sud du Sahara, chaque 25 ans, la population est multipliée par 2, essentiellement les jeunes. Notre génération, je pense qu'on a loupé le coche, et vous n'avez pas le droit de louper le coche. C'est pour ça que vous devez être prêts. Vous devez être prêts à combattre, et vous devez être prêts à relever les grands défis qui pourront sortir le continent africain de la pauvreté. La Chine a connu les mêmes difficultés que l'Afrique, je crois, mais ils ont pu aborder le bon tournant. L'éducation, c'est la base de tout. C'est l'éducation qui permet d'avoir les bons comportements, mais c'est l'éducation qui permet surtout de pouvoir apporter les bonnes réponses au monde. Nous sommes dans un monde ouvert qu'on appelle la mondialisation. Et on a d'autres choix que d'y aller. Y aller en captant toutes les grosses opportunités. Et ces opportunités, pour pouvoir les capter, il faut être prêt. Ça, je pense, c'est le premier mot que je voulais vous passer. Le deuxième, avant de commencer, vous devez vous considérer comme des privilégiés, je crois. Combien de votre âge aujourd'hui n'ont pas ce privilège d'être là? Combien de votre génération dont les parents n'ont même pas les moyens de payer des études? Et je crois qu'en rapport avec tout ça, vous devez donner le maximum de vous-même. Non seulement pour aider la mère Afrique à se relever, mais également pour que les sacrifices qui ont été faits par vos parents ne soient pas vains. Et c'est pour ça que dans ce cadre, nous allons parler d'intelligence économique. Pourquoi intelligence économique? Parce que le monde il bouge, parce que le monde il a beaucoup changé. Et quand on reste sur les métiers classiques, les cours classiques,
on ne pourra jamais apporter les bonnes réponses. Et vous ne pourrez même pas vous vendre en entreprise en réalité. C'est ça l'importance de séminaires comme ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Mamadou. Je dis il faut qu'on les multiplie parce qu'il faut qu'on pas perdre nos jeunes. C'est pas forcément celui qui a eu 19 sur 20 en moyenne qui est forcément le meilleur parmi vous. Ça n'est pas vrai. C'est celui qui sait faire la différence, c'est celui qui sait se faire vendre. Mais c'est celui qui a surtout développé une polyvalence. Et je pense que c'est pour ça qu'il faudrait que des métiers comme ça, que vous les pratiquiez. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est partager avec vous sur le contexte des nouveaux affrontements. C'est une guerre en réalité. Quand vous voyez ce qui se fait entre la Chine et les États-Unis, c'est une guerre. C'est pas seulement de l'économie, c'est pas seulement prendre la part de marché, c'est une guerre que les États font. Et quand on fait une guerre, il faut qu'on fasse de l'intelligence, il faut qu'on fasse de la stratégie, c'est ce qui se fait. Donc le premier point, c'était ça, c'est qu'on comprenne un peu les nouveaux enjeux. Le deuxième point sur lequel on va travailler, c'est comment l'Afrique devrait s'intégrer dans ce nouveau contexte. Ça ne sera pas dans 10 ans, 15 ans, ça sera peut-être dans 20 ans. Mais il faut que vous soyez prêts, qu'on ait de nouveaux leaders, qu'on ait une jeunesse comme vous qui soit prête et qui comprenne les enjeux. Donc ça, c'est les deux points. Donc le premier, c'est de faire un état des lieux. Le deuxième, c'est de dire qu'est-ce que nous allons faire pour que l'Afrique puisse compter réellement. Voilà. Donc on va voir un peu les enjeux. Il y a 4 dates clés qui ont monté l'économie africaine. En 2000, je pense que l'Afrique était caractérisée par des guerres qui ne finissaient pas. Je pense qu'on a Libéria, Sierra Leone, RDC, beaucoup de pays. Aujourd'hui, à quelques exceptions près, tout s'est calmé. Après, à partir de 2011, il a commencé à avoir de la perspective. Les pays ont commencé à grandir. 2013 jusqu'à maintenant, on a commencé à parler d'émergence. Tous les pays africains ont aujourd'hui des plans émergents. Ça veut dire qu'on est passé d'une période d'incertitude, d'une période de doute à une période d'espérance. On a vu sur le continent, beaucoup de pays ont commencé à grandir. Et je pense que, on va revenir à ça à la fin, le marché commun africain rentre dans cette perspective. Qu'est-ce que nous devons faire pour mieux positionner le continent africain? Notre économie sur le continent a 4 piliers très importants aujourd'hui que la capacité. Le premier, c'est la croissance économique. Je pense que sur ces 10 dernières années, l'Afrique a été le continent où la croissance a été la plus forte. Malheureusement, avec cette pandémie, on risque de perdre beaucoup, malheureusement. La deuxième chose, c'est la croissance démographique. Mais cette croissance démographique, elle peut être une bombe démographique ou bien elle peut être une dividende démographique. Tout dépend de ce que nous allons en faire. Je vous ai dit tout à l'heure, chaque 25 ans, la population est multipliée par 2. Naturellement, le troisième point, c'est que tous les pays ont des stratégies d'émergence. Ça peut être considéré comme des mots, c'est qu'en réalité, tous les pays travaillent pour mettre en place des stratégies d'émergence. J'ai beaucoup voyagé dans beaucoup de pays, mais quand vous avez une compétition entre les pays aujourd'hui qui se font. Et la porte d'entrée d'un pays, c'est l'aéroport. Lomé a refait son aéroport, Bamako a refait son aéroport, le Sénégal a refait, la Côte d'Ivoire a refait, en Afrique centrale, le Kinshasa a refait. C'est la porte d'entrée pour que l'étranger qui vient pour dire ce pays, je peux y investir. Parce que c'est la première impression qu'on a qui est importante. Donc malgré le discours, tous les États africains ont mis en place des plans d'émergence. Ça marche, ça ne marchera pas, c'est politique ou pas, mais je pense que la volonté politique elle est fortement exprimée. Le quatrième point, c'est l'amélioration du climat des affaires. Vous avez tous entendu parler du doing business. Et tous les pays africains se battent pour ça. Parce que quand un investisseur vient dans votre pays, ce qu'il regarde, c'est est-ce que je peux investir dans ce pays? Le seul baromètre qu'ils ont, c'est un doing business qui permet de classer les pays. Et les pays africains se sont beaucoup améliorés dans ce domaine. Le dernier point qui est une corrélation de tout ça naturellement, c'est qu'on a une augmentation de la classe moyenne, quoi qu'on puisse dire. Une classe moyenne, c'est elle qui permet de développer la consommation. D'accord? Donc on a la classe moyenne qui monte. Et je crois que dans les années à venir, on devrait continuer à voir les résultats. Donc ça, c'est les principales forces de l'économie africaine.
Je reviens sur la croissance démographique assez rapidement. En 1900, il y avait 133 millions d'Africains. L'année 1900, il y avait 133 millions. En 2050, on sera 2,4 milliards. Ça fait peur, mais ça peut rassurer. 2,4 milliards de personnes, si on a le pouvoir d'achat, c'est un marché fabuleux. Mais si on tombe à 2,4 milliards de population pauvre, ça va être une bombe démographique. Et c'est pour ça que nous devons tous travailler pour transformer notre économie. Et une économie, on ne peut pas la transformer si on ne maîtrise pas l'information. Et c'est tout le sens de ce qu'on appelle l'intelligence économique. Donc on a une grosse population qui peut être une opportunité ou une menace. Opportunité si on arrive à en faire une population avec un pouvoir d'achat. Opportunité si on arrive à ce que notre économie puisse permettre de capter tout ce marché et peut-être même aller au-delà. Et c'est pour ça qu'il est important de réfléchir de ce qu'on appelle l'intelligence économique qui permet de capter l'information et de dire qu'est-ce que nous allons faire pour transformer notre industrie. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose de très important quand on parle de l'histoire africaine. Les États-Unis ont une stratégie très claire en Afrique. La Chine, on parle de sommet Chine-Afrique. La Turquie a sa stratégie. On parle de sommet France-Afrique. Également, les Allemands également. Ce n'est pas un hasard, mais ce n'est pas des amis de l'Afrique. Pas du tout. Ils savent que ce qu'on a un gros potentiel et on fait comment nous allons faire pour capter les matières premières. La base, elle est là. Tous ces pays ne sont pas forcément amis de l'Afrique, mais l'Afrique est le champ de bataille des puissances internationales pour capter nos ressources. Et nous devons arriver justement à inverser cette tendance. Inverser cette tendance, c'est arriver à transformer nos matières premières sur place et ces marchés qui viennent chez nous deviennent des marchés pour nous. Comme ça se fait. On ne doit plus être un pays exportateur de matières premières et importateur de produits finis. Ils sont là pour ça. Quand vous prenez le cobalt, oui, c'est ça qui c'est le cobalt. Quelle est la matière première qui sert à faire du téléphone? Cobalt. Ça n'existe. C'est le cobalt, hein? C'est le coltan. Ça n'existe qu'en quantité importante qu'en RDC. Dans la partie Est, la région de Béni, la province de Béni. Mais toute cette matière première, elle est exploitée et exportée. Après, ça me revient comme ça. D'accord? C'est la même chose pour le manganèse, c'est la même chose pour le zinc, c'est la même chose pour l'ensemble des matières premières. C'est la même chose pour le pétrole. Voilà, donc je pense qu'il faut arriver à ce qu'on inverse ces tendances. Toutes ces puissances qui viennent en Afrique, ce n'est pas pour nos yeux. Elles sont en train de se livrer une guerre en fait, mais elles sont en train de se livrer une guerre chez nous. Donc quand on parle d'histoire sur le continent, il y a trois choses qu'il faut retenir. Un, c'est l'amélioration quand même du climat des affaires, c'est un point très important. Et la croissance continue. Je pense que depuis 2000, l'Afrique est sur les tendances de croissance économique continue. Ça c'est très important. Et cette croissance économique qui continue a créé une classe moyenne qui est consommatrice qui permet d'élever le niveau de vie. Le deuxième point, c'est la croissance démographique. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On va être à 2,4 milliards, c'est énorme. Le Nigeria va peut-être dépasser la Chine en 2050. Cette population, il faut la nourrir. Cette population, il faut l'éduquer. Et si on n'arrive pas à trouver les bons leviers, ce qu'on risque d'avoir, c'est une bombe économique parce que vous allez avoir une grande majorité de la population qui va être marginalisée. Mais le continent a les leviers, ou vous en particulier, pour arriver à régler ces problèmes. Je dis toujours, je prends l'exemple de l'Asie. Prenez la Malaisie, prenez l'Indonésie, prenez les Philippines, prenez le Vietnam, ils étaient au même niveau de développement que nous. La grosse différence a été l'éducation. Ça a été la grosse différence. Naturellement, il y a également le leadership des dirigeants qui ont fait le reste. Mais je pense que d'ici là, avec la démocratie qui se généralise, on devrait avoir les bons dirigeants. Et les bons dirigeants, il faut sortir de vous. Le reste, après, ce qu'il faut faire, je pense, c'est travailler pour améliorer les choses. Le dernier point, je pense que je l'ai dit sur les trois qu'il faut retenir, c'est que l'Afrique est le terrain favori pour les puissances économiques du monde. On l'a vu tout à l'heure. Vous avez la Turquie, vous avez la Chine, vous avez même l'Inde, il y a des sommets Inde-Afrique. Vous avez les États-Unis, vous avez la France, vous avez l'Allemagne. On parle toujours de France-Afrique. Ils ont le Mondo, malheureusement, après ils ont colonisé, mais les autres sont pires. Moi, j'ai travaillé avec les Chinois, avec les Indiens.
Mais je peux vous dire que les Français, c'est des enfants de cœur par rapport à ces gens-là. D'accord? Donc, le continent est malheureusement le terrain de prédilection des guerres économiques entre ces pays. Donc ça, c'est ce qu'il fallait retenir pour comprendre le contexte africain, où est-ce que nous sommes. Aujourd'hui, une population qui grandit, beaucoup d'espoir, des plans d'émergence dans tous ces pays-là également, une croissance démographique qui est un marché porteur, à la différence de l'Europe où la population elle baisse. Je pense que c'est des signaux positifs, on doit les prendre positivement et savoir que nous avons les capacités de croiser tout ça. Maintenant, on va parler d'intelligence économique. Qu'est-ce qui peut me dire parmi vous assez rapidement ce que vous pouvez entendre par intelligence économique? Très rapidement. Oui, allez-y. Ce que j'entends par intelligence économique, c'est l'ensemble de tous les moyens utilisés pour collecter des informations, des données sur les entreprises, les États et autres. Excellent, c'est la bonne réponse. C'est collecter des informations, mais pourquoi faire? Pour se défendre et pour attaquer. J'ai peut-être anticipé sur des choses qu'on va voir après. L'Afrique a mis ce qu'on appelle la ZLECA, c'est le marché commun africain. Les Chinois connaissent beaucoup mieux le marché de la Côte d'Ivoire que le Sénégalais, lambda. Ça veut dire que nous n'avons pas anticipé sur des choses comme ça. Je parle Côte d'Ivoire parce qu'on est en Afrique de l'Ouest, mais je ne parle même pas du Kenya. Alors qu'un marché commun africain, quand il existe, ça doit permettre à un pays de pouvoir exporter dans ces pays-là, en maîtrisant l'information dont il parle. L'information, c'est quoi le marché, c'est quoi le pouvoir d'achat, qui sont les concurrents. Et c'est ce que tout le monde fait. Toute la guerre aux États-Unis contre Huawei sur la 5G, mais il est lié à ça. Ils ont les bonnes informations, les Américains savent que Huawei a les bonnes informations pour attaquer, mais ils sont incapables. Alors ce qu'ils font, c'est que là, ils déclarent carrément une guerre ouverte. Donc c'est la collecte de l'information. Donc l'intelligence économique, c'est avant tout un état d'esprit. C'est un processus, c'est un état d'esprit. Nous voulons y aller. C'est un état d'esprit d'abord. C'est un processus cheminement. C'est un cheminement, ça commence par A, ça se termine par B. Et c'est des moyens en interne, un dispositif. Donc c'est un état d'esprit. C'est un processus qui doit être rédigé, ensuite c'est un dispositif pour mettre en œuvre, pour collecter ces informations et ensuite les traiter. Mais ça doit toujours commencer en entreprise, parce que l'entreprise est le pilier d'un pays. Quand une entreprise ne marche pas, quand les entreprises ne marchent pas, il n'y a pas de travail. Quand les entreprises ne fonctionnent pas, il n'y a pas d'économie. Quand les entreprises ne fonctionnent pas, il n'y a pas de redistribution de richesses. Donc, tous les pays développés mettent en avant leur entreprise et ils facilitent seulement. Et les entreprises aujourd'hui sont confrontées à 4 choses importantes. Il y a une saturation des marchés. Il y a une saturation des marchés. Sur des matières premières, par exemple, comme le blé, parfois les gens ont des surplus de production qu'ils jettent. La même chose pour le sucre. Quand vous entendez tous nos commerçants dire que le sucre, sur le niveau mondial, coûte moins cher que le sucre de la compagnie sucrière sénégalaise, c'est parce qu'il y a une saturation, une offre plus importante que la demande, et ce que les pays qui ont une offre plus importante font, c'est qu'ils cassent les prix. D'accord? Donc il y a une saturation des marchés, il y a une évolution très rapide des technologies. Regardez les téléphones que vous avez. Encore que Apple, c'est tous les années, je pense, mais quand vous allez chez Samsung, c'est chaque année, il y en a 2 ou 3 qui sortent. Donc, il y a une évolution très rapide, mais il y a surtout une chose, une déréglementation, la circulation des biens, la liberté, une libre circulation des biens et des richesses. Sur l'Afrique, nous vivons ça. Aujourd'hui, quand vous prenez l'UEMOA, quelqu'un qui fabrique une chemise en Côte d'Ivoire peut vendre cette chemise au Sénégal sans rien payer. Le problème de la Sonacos pour l'huile, ce n'est pas forcément la graine d'arachide qui est comme ça. C'est l'huile de palme qui est faite en Côte d'Ivoire pour faire de l'huile de table et qui est beaucoup moins chère parce que la Côte d'Ivoire a les moyens de fabriquer l'huile localement. Et quand ça vient au Sénégal, il ne paie pas de droit de douane. Ça veut dire qu'il y a une déréglementation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des APE, accords de partenariat économique, sur lesquels certains pays freinent et d'autres ne freinent pas. C'est que demain, on va ouvrir toutes les frontières et on n'aura pas forcément les moyens de résister. Donc, il y a 4 choses sur lesquelles on ne peut pas
ne pas tenir compte. C'est la saturation des marchés, c'est la concurrence internationale, c'est l'évolution des techniques et c'est une libre circulation. Et pour se caler à ça, les entreprises doivent adopter une approche combinant innovation. Il faut changer tout le temps, être à l'écoute des marchés, intelligence économique pour survivre. Parce que si vous n'innovez pas, vous ne vous mettez pas à jour. Mais pour innover, il faut avoir l'information. C'est pour ça qu'il faut aller chercher l'information. Qu'est-ce qui change dans le marché? Que font mes concurrents pour pouvoir innover et vous mettre au niveau, au niveau des marchés. Et pour faire de l'intelligence économique, il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut faire des leviers de surveillance en interne et faire des leviers de surveillance en externe. Ce qui s'est fait en interne, je vous ai dit tout à l'heure, l'intelligence économique, c'est d'abord un processus, c'est d'abord un moyen. C'est qu'il faut qu'en interne, que vos collaborateurs comprennent c'est quoi l'intelligence économique, c'est quoi vos marchés porteurs, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous voulez changer. Ça commence en interne, avant de commencer à l'externe. L'État ne fait qu'accompagner. Un pays ne peut pas se développer sans un secteur privé fort. Tout le monde le dit. Malheureusement, dans des pays comme le nôtre, quand vous avez beaucoup de fonctionnaires, c'est assez compliqué. À la différence des pays développés, où travailler dans le secteur public n'est pas forcément la meilleure chose que les gens font, chez nous, c'est la sécurité. Parce que dans les pays développés, on sait fortement que celui qui crée de la richesse, c'est le secteur privé. Parce que quand le secteur privé crée de la richesse, se développe, qu'est-ce qui se passe? Quand le secteur privé se développe, il paye des impôts. Et ces impôts sont utilisés pour faire des routes, ces impôts sont utilisés pour faire des écoles. Mais quand le secteur privé se développe également, ça permet de créer des emplois. Et ces emplois créent de la valeur et créent une classe qui peut consommer. Mais pour ça, il faut avoir ce qu'on appelle un très bon environnement des affaires. Et là, on a parlé tout à l'heure, je crois, de doing business. Donc, quand vous avez un bon environnement des affaires, c'est une compétition. L'investisseur qui vient faire du riz, il dit, je vais au Sénégal ou je vais en Côte d'Ivoire. Je pense que Dreyfus, qui était l'ancien patron de Marseille, avait le choix entre faire du riz au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Il a fait le choix de la Côte d'Ivoire parce que c'est un point difficile d'avoir des terres là-bas. Mais il peut faire du riz en Côte d'Ivoire et l'importer, et l'envoyer au Sénégal. Il ne paiera pas un franc de droit de douane. Donc ce qu'il faut, c'est pour vous expliquer un peu l'importance d'avoir un secteur privé très fort. Donc il y a deux leviers sur lesquels on travaille. Le levier interne, qui constitue ce que l'entreprise doit faire pour avancer, mais il y a également le levier externe. Le levier externe, c'est ça, c'est qu'est-ce qui se fait à l'extérieur. Donc en interne, moi je dois travailler pour que mes équipes comprennent ce que je veux faire, mes équipes soient engagées, mes équipes comprennent la stratégie. Maintenant en externe, c'est là où je vais regarder qu'est-ce que font mes concurrents. Et c'est là qu'il dit l'importance de capter l'information d'or. Qui est mon concurrent, qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, et là je pourrais l'attaquer. Ça se fait au niveau de l'entreprise locale, mais il faut le faire au niveau de toutes les entreprises. Et le rôle de l'État, dans ce cas de figure, c'est d'accompagner l'entrepreneur. Le roi du Maroc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ses déplacements, il se déplace souvent en Boeing. Mais c'est le premier capitaine. Et quand il se déplace, vous avez une cinquantaine de chefs d'entreprise qui l'accompagnent. Mais systématiquement. Et ce n'est pas un hasard. Il l'accompagne systématiquement pour aller chercher l'information. Et après, derrière, ce sont les mêmes qui reviennent. Vous pensez que c'est un hasard que les plus grosses banques sénégalaises soient des banques marocaines aujourd'hui? Mais ça s'est fait sur 10 ans de shift. Regardez la mandarine, je vous donne des exemples. Regardez la mandarine sénégalaise qui était verte. Vous ne la voyez plus maintenant, du tout. Mais parce que les Marocains ont compris très vite qu'ils ont fait une étude de marché, ils ont fait de l'intelligence économique, qu'il y a une niche énorme ici. Ce qui les a aidés, c'est la route aujourd'hui entre Rabat et Dakar qui passe par Nouakchott, mais il n'y a plus de mandarine sénégalaise. C'est fini, ça n'existe plus. Et c'est ça le rôle. D'avenir, l'entreprise fait le travail, fait la recherche. Après, il faudrait que l'institution, qui est l'État, l'accompagne. C'est ce que fait le roi du Maroc chaque fois qu'il se déplace. Et tous ces sommets qu'on organise, France-Afrique, le prochain sommet Chine-Afrique, ça va être à Dakar, si je ne me trompe pas. Et je suis sûr que vous allez avoir près de 200 entreprises chinoises qui vont venir, pas forcément pour le Sénégal seulement,
mais pour également tous les chefs d'entreprise qui vont venir des autres pays africains. Ils viennent chercher l'information. Donc l'État accompagne, mais ce qui est plus important, c'est qu'en interne, dans les entreprises, que le travail puisse être fait pour capter l'information, la traiter et pouvoir aller à l'assaut du monde. Donc ce qu'il faut retenir en 4 points à ce niveau, c'est que l'intelligence économique commence d'abord en interne. À 2 niveaux en interne. Ça commence par l'entreprise d'abord, avant de commencer par l'État, mais ça commence dans l'entreprise. Il faut avoir un bon processus, il faut avoir les bonnes personnes, il faut pouvoir collecter les informations et les traiter. Donc elle commence en interne. Et chaque projet que vous faites appelle à une intelligence économique spécifique. Même dans un même pays, les business schools, il y en a beaucoup. Et moi, je reste persuadé que chacun regarde ce que fait l'autre. Ça veut dire que quand vous avez un projet particulier d'ouvrir une école, une business school, vous devez aller regarder un peu qu'est-ce que font les autres avant de vous lancer. Donc, chaque type de projet nécessite une intelligence économique. Et la compétitivité, c'est le moteur de l'intelligence économique. Quand je fais de l'intelligence économique, c'est pour gagner des parts de marché, c'est pour être meilleur. Et je ne peux pas être meilleur si je ne suis pas plus compétitif. Parce que le consommateur, il choisit toujours ce qui est mieux pour lui en termes de rapport qualité-prix. Donc les outils de surveillance, l'information, comment on la traite, où est-ce qu'on va la chercher, sont quelque chose d'important pour l'intelligence économique. Donc en résumé, c'est les 4 points. L'intelligence économique commence en interne, chaque projet appelle à un type d'intelligence économique. La compétitivité est le moteur et les outils de surveillance sont indispensables pour la mise en place de l'intelligence économique. Maintenant, on va parler très rapidement de l'environnement international. L'environnement international est caractérisé par des basculements. Il y a aujourd'hui un basculement du pouvoir du Nord vers le Sud. Le centre du monde, ce n'est plus l'Europe, c'est l'Asie. J'ai eu la chance de visiter des pays comme la Malaisie, comme l'Indonésie, comme un peu moins la Turquie, comme l'Inde. C'est des pays où les gens travaillent 24 heures sur 24. J'étais à Kuala Lumpur le jour de la fête du travail. Je me souviens, je vois les gens en train de travailler. Et je demande chez à l'hôtel, mais pourquoi ils travaillent? Il me dit, ben écoute, c'est la fête du travail. C'est-à-dire, le monde est en train de basculer et l'Europe l'a compris. Aujourd'hui, la Chine est l'usine du monde. Même si les gens rechignent un peu. Ça veut dire qu'il y a un basculement aujourd'hui. Il y a un basculement du nord vers le sud. Quand le sud-est, en fait, du nord vers le sud, ce qu'on appelle le nord. L'Afrique reste en marche de tout ça, malheureusement. J'espère qu'on va y arriver. D'accord? Il y a également un basculement vers un monde de ressources rares. Les ressources raréfient. Je pense que ça, tout le monde le connaît. Et il y a un basculement des productions à forte valeur ajoutée. Voilà. Aujourd'hui, l'Europe se dit, moi, je fais les produits à forte valeur ajoutée, les produits à faible valeur ajoutée, je ne les fais pas. Je vous donne l'exemple du cacao à Abidjan. On fait la transformation primaire, ensuite on exporte le reste. Et ce qui nous revient, c'est ce qui est la valeur ajoutée. Donc les pays comprennent très vite que c'est les produits à valeur ajoutée qu'il faut faire, ce qui apporte de la valeur. Je pense que le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique. D'ici 2040, la population devrait croître de 1 à 2 milliards à la fin du siècle. Et si on prolonge, le Nigeria comptera plus d'habitants que la Chine. Ça doit faire peur. Donc on a un monde de basculement démographique et un monde de basculement des puissances. Je pense que j'ai lu la semaine dernière que la Chine avait dépassé les États-Unis et était devenue le premier partenaire économique de l'Europe. Ça veut dire qu'il y a des basculements qui se font partout. Excusez-moi. Voilà. La Chine et les nations émergentes se battent aujourd'hui ensemble. D'accord? Et la Chine, moi j'ai travaillé récemment sur un projet sur lequel la Chine est en train de nouer des alliances avec l'Europe pour se battre contre les États-Unis. Et comme il y a vraiment un basculement, très important qui est en train de se faire. Et l'objectif de la Chine, c'est de devenir demain le leader du monde. Mais naturellement, les autres ne se laisseraient pas faire, naturellement, essentiellement les États-Unis. Voilà. À ce niveau international, ce qu'il faut revenir, je pense, c'est 3 choses. Les batailles militaires se sont déplacées sur le champ économique. Je pense que l'exemple le plus patent, c'est entre
le président chinois et Trump. Les gens avaient pensé qu'avec Biden, ça allait changer. Je ne sais pas si vous avez entendu son premier discours. Bien au contraire, la guerre risque de se renforcer en des deux pays. Ça veut dire que les batailles militaires se sont déplacées sur le champ économique. Parce que quand l'économie ne marche pas, rien ne fonctionne. Et les États l'ont compris très très vite. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence économique. Quand on fait la guerre, on fait de l'intelligence. On va chercher les forces de l'armée qui est en face de nous. On va chercher ces stratégies pour contrer. Et c'est exactement la même chose qui se fait. Et les États restent les principaux acteurs des rivalités internationales. Et les entreprises constituent les leviers. Je reviens sur ce que j'ai dit tout de suite. La bataille économique, la bataille militaire se sont déplacées sur le champ économique. Mais les têtes de pont, les généraux qui mènent ces batailles, ce ne sont plus les militaires, mais ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises qui vont aller se battre avec les autres. Bon. Maintenant, on va revenir, je vais avancer, j'aime bien qu'on ait plus de temps pour discuter, sur l'intégration du continent africain dans la mondialisation en tenant compte de l'intelligence économique. Je passe très rapidement d'abord sur les défis du continent. La première, c'est comment tirer profit des opportunités. Je vous ai dit tout à l'heure, le monde, il est ouvert. Ça veut dire que, théoriquement, le poisson du Sénégal, il est exporté en Europe sans droit de douane. Il y a l'AGOA, mis en place par les États-Unis, mais il y a barrière nette tarifaire parce que nous sommes incapables de nous mettre en ordre. Il y a des opportunités énormes qui existent, mais nous ne savons pas forcément les capter parce que nous n'avons pas les bonnes infrastructures. On parle de l'Éthiopie, où la Chine a délocalisé une très grande partie des usines de fabrication de chaussures parce qu'ils ont su se mettre aux normes. Malheureusement, l'Éthiopie est un exemple très rare, c'est l'exception. L'Afrique n'a pas forcément les bonnes ressources pour s'adapter et saisir les grosses opportunités de la mondialisation. Les raisons sont plusieurs. Il y a des problèmes de productivité, de compétitivité. Vous avez l'énergie, comme dans un pays comme le Sénégal, qui coûte des îles à tête. On n'a pas forcément la masse critique. Donc tout ça, c'est des leviers qui font que l'Afrique n'est pas forcément capable de saisir les opportunités. Et nous restons malheureusement fournisseurs essentiellement de matières premières, ce que nous confine au bas de la chaîne de valeur. Quand vous êtes dans un processus de production, vous avez en bas la matière première qui est transformée. Mais en bas, c'est la matière première. Et c'est là où se trouve malheureusement l'Afrique. Donc ça, c'est l'autre défi. Voilà, le troisième défi que nous avons, c'est que nous avons une faible intégration commerce international. On fait 3% du commerce international avec le continent africain, 3%. Et je m'amuse toujours à dire que si le continent disparaissait dans le flot des vagues, peut-être qu'on ne s'en rendrait même pas compte. On fait 3% du commerce international. Donc on a vraiment 3 problèmes majeurs sur lesquels l'Afrique doit travailler. Le premier, c'est qu'on n'est pas capable de tirer les opportunités de la mondialisation. Le deuxième, c'est qu'on est fournisseur de matières premières, donc on est au bas de la chaîne de valeur. Et le troisième, malheureusement, on fait simplement 3% de part de marché dans le domaine du commerce international. Voilà, c'est ça. Naturellement, en face de ça, il y a les défis, je pense qu'on en a parlé. 2,4 milliards de personnes en 2050. Et l'autre point qu'on se pose souvent, c'est est-ce que la croissance démographique n'est pas un facteur qui bloque la croissance économique? Quand vous avez la croissance économique qui est asymptotique, qui est comme ça, et la croissance démographique qui est exponentielle, vous allez toujours avoir un gap qui va être de plus en plus important. Ça veut dire que nous avons un travail de rattrapage très important à faire. Et ces mesures devraient nous pousser à prendre des mesures urgentes pour caler le continent au train de la mondialisation pour pouvoir tirer profit de toutes les opportunités. Voilà. L'Afrique a beaucoup progressé, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on a eu des croissances très importantes, mais des croissances qui étaient essentiellement tirées par les matières premières. Quand vous avez du pétrole, quand vous avez du gaz, quand vous avez une croissance économique, mais elle est artificielle parce que vous ne créez pas de valeur ajoutée et vous restez toujours fournisseur de matières premières. Donc la solution, c'est passer par une transformation structurelle de notre économie. C'est ça qui va faire que l'Afrique va s'en sortir demain
transformer nos matières premières à des prix compétitifs et pour pouvoir intégrer le train de la mondialisation. Donc, quelles sont les dispositions à prendre si nous voulons arriver à ça? La première, c'est mettre en place une cellule d'intelligence économique. L'État du Sénégal a, au niveau du ministère de l'économie et des finances, une cellule d'intelligence économique qui existe déjà de façon formelle. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller plus loin. L'intelligence économique, c'est le rôle des entreprises. Donc, la première chose que le continent doit faire, c'est la forte volonté politique. Elle existe parce que nos États ont compris les enjeux. Nos États ont également compris qu'on ne peut pas rester comme ça avec la croissance démographique que nous avons. La deuxième chose, c'est investir massivement dans la formation. On en a parlé tout de suite. Et je pense que c'est pour ça que j'ai espoir. Quand je vois des jeunes comme vous être formés sur de nouveaux métiers comme ça et comprendre les enjeux, il faut très largement diversifier la formation. Est-ce que vous savez que chaque année, vous avez 300 000 étudiants chinois qui restent en Europe, qui vont travailler dans les entreprises chinoises. Après leur formation, ils ne rentrent pas chez eux. Ils vont travailler dans les entreprises européennes, États-Unis, Europe et tout. Ils font 2 ans, 3 ans, après ils partent chez eux. 300 000 chaque année. Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils partent? Ils partent de l'information. Mais c'est qu'à la base également, ces étudiants ont déjà eu la bonne formation. On ne peut pas faire de l'intelligence économique si on n'a pas les ressources humaines qualifiées. Et je suis heureux, moi, de constater qu'il y a des efforts énormes qui sont faits sur le continent en termes de formation. Naturellement, il y a un petit gap dans la formation dans les établissements publics, c'est le gap du nombre. D'accord? Quand vous avez 1000, 2000 élèves dans un amphi, ça peut être assez compliqué. Et le bon côté des choses, c'est que moi, il y a des efforts qui sont très bien faits. Le troisième point qu'on doit faire en amphi, c'est mettre en place des réseaux de veille. La veille sert à collecter les informations. Il faut naturellement également regarder les menaces. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de la ZLECA. La ZLECA, ce que les États africains veulent lancer, mais le Turc, le Chinois, il connaît mieux la Côte d'Ivoire que le Sénégalais. Il connaît mieux les problèmes économiques, il connaît mieux les besoins, il connaît mieux le marché que le Sénégalais. Je ne parle même pas du Kenya qui est encore très loin, que l'Indien connaît beaucoup mieux que nous. Ça veut dire qu'il faut également qu'en Afrique, on puisse avoir les capacités de mettre en place des outils pour faire de la veille, pour surveiller ce qui se passe ailleurs. Et le dernier point, c'est développer au sein des entreprises une capacité d'absorption qui réside, une capacité d'absorption et de traitement des informations. Donc il y a 5 choses. Hein. Il y a la forte volonté politique des États. Il faut investir massivement dans la formation. Ça, je pense, ces 2 points, ils sont importants, ils sont réglés. Maintenant, le reste, c'est en interne. Mettre en place des réseaux de veille. Au niveau institutionnel, les États le font, mais ces réseaux de veille, il faut les mettre en place au niveau des entreprises si nous voulons nous en sortir. D'accord? Donc, il y a 3 mesures urgentes à prendre si on veut y arriver. Il faut lever les obstacles qui entravent l'investissement industriel. Il faut consolider les organisations régionales. Si vous connaissez l'UEMOA, est un exemple parfait de quelque chose qui fonctionne. On a la même monnaie, même si on dit que ce n'est pas une monnaie, c'est la monnaie de la France. Mais je ne connais pas un pays africain qui s'est développé avec sa propre monnaie. 8 pays qui ont la même monnaie. Je vais en Côte d'Ivoire, je vais au Togo, je vais au Bénin, je vais en Guinée-Bissau, je vais au Mali. C'est mon pièce d'identité. Je peux vendre ce que je veux en Côte d'Ivoire sans payer de droit de douane. Je paye seulement la taxe. La taxe, c'est la taxe économique communautaire. Je pense que c'est 2%. Ça veut dire qu'il faut consolider ces ensembles sous-régionaux. Vous avez la même chose, le COMESA en Afrique du Sud. Vous avez la SADC et vous avez également l'équivalent de la CEDEAO en Afrique centrale. Donc on a quand même des exemples sous-régionaux qui fonctionnent correctement, donc l'État devait les renforcer. Il faut aussi aller à bâtir des marchés à dimension sous-régionale. Il y a des marchés qui existent déjà à dimension sous-régionale. Je pense que certains leviers existent pour permettre à l'Afrique de s'intégrer facilement. Voilà. Voilà. Donc, l'autre chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut bâtir des entreprises performantes. D'accord? Et les États, pour faire des entreprises performantes, il y a 2 leviers. Il y a 2 acteurs principaux. Le premier, c'est l'État. L'État doit mettre en place le cadre, faciliter l'accès au crédit. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure.
avoir un environnement compétitif, accompagner les entrepreneurs. Par contre, il y a des responsabilités de gestion qui sont internes. Gérer la productivité chez vous, en tenant pas compte des coûts qui sont internes chez vous. Avoir de bons collaborateurs, mettre en place un réseau de veille, ça c'est le rôle du chef d'entreprise. Donc il y a deux leviers sur lesquels on devrait travailler. Naturellement, il y a un point important, c'est investir sur les réseaux. Donc ce qu'il faut retenir en 3 points ici, c'est que si on veut aller à l'intelligence économique, les gouvernements africains doivent assumer un rôle de chef de file dans l'élaboration des stratégies de compétitivité et des politiques d'innovation. Ça commence en haut. Il faut que ça commence en haut. Il faut qu'on aille dans la transformation structurelle de l'économie, est un passage obligé. On ne peut pas être fournisseur de matières premières, être au bas de la chaîne de valeur et dire que nous voulons aller à la conquête des marchés. Et le dernier point, les espaces régionaux doivent être traités comme des instruments de facilitation de l'intégration. Pour terminer, je termine en venant sur la ZLECAf. C'est un excellent projet. Mais à la base, on ne s'enferme pas. Les États africains vont faciliter le commerce entre eux. Cela ne signifie pas qu'ils vont s'enfermer vis-à-vis des autres. Le risque qu'il y a, c'est que si on ne prend pas les mesures pour bien connaître les marchés, pour faire de l'intelligence économique, c'est que ça peut signer la mort de beaucoup de pays. C'est ça le grand risque. Pour échanger, il faut d'abord avoir de bonnes infrastructures. Est-ce que vous savez que sortir un conteneur du port de Dakar, l'amener à Thiès coûte plus cher que de transporter de Paris à Dakar? Ça coûte beaucoup plus cher. Les routes sont bonnes maintenant, mais quand vous n'avez pas de route, vous ne pouvez pas échanger. Et il y a très peu de pays où nous avons les infrastructures. Le second point sur lequel nos États doivent travailler, en 2019, le commerce intra-africain était de 14,4%, alors qu'en Asie, il était de 52%, et en Europe, il était de 73%. Alors nous, on est à 14. Ça veut dire que le projet de la ZLECAf, il est important, et il faut le préparer. Voilà. Et qu'est-ce que va gagner un pays comme la Gambie de la ZLECAf? Qu'est-ce que va gagner un pays comme le Mali? Qu'est-ce que va gagner un pays comme la Bissau? Ils ne produisent rien. Ils ne produisent rien. Tout ça veut dire qu'il y a un processus d'accompagnement qu'il faut mettre en place. Et la question de fond que les États africains doivent se poser, c'est quelle doit être notre stratégie d'attaque, quelle doit être notre stratégie de défense si on veut que la ZLECAf puisse avancer, si on veut que l'économie africaine puisse s'en sortir, si on veut amortir les chocs. Et tout ça appelle à deux choses: mettre en place une veille, une intelligence économique, pouvoir aller chercher l'information, la traiter et pouvoir se défendre et pour pouvoir attaquer. Je pense que c'est des choses importantes sur lesquelles il faut également que vous travailliez. Encore une fois, je ne cesserai jamais de le dire, nous c'est fini, mais si vous loupez le coche, l'Afrique c'est mort. Ah non, on ne peut pas se permettre d'avoir une nouvelle génération d'Africains qui va continuer à fonctionner comme ça. Ça n'est pas tenable, ça n'est pas possible. On sera 2,5 milliards en 2050. Et si on ne règle pas le problème, le continent va exploser. On ne peut pas continuer à laisser la majorité des jeunes sur le carreau. Et ça, pour que ça change, il faut une nouvelle approche, il faut une nouvelle race de dirigeants. Ça peut venir de vous. Mais il faut un travail de fond, il faut un travail de conscientisation. Vous êtes les plus nombreux et vous devez être capable de peser sur les décisions politiques. Vous êtes les plus nombreux. Mais je pense qu'on ne doit plus rester passif. Voilà, donc c'est les derniers mots que vous avez pour la présentation et je vous remercie. Je reste ouvert à vos questions. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Bon, nous allons commencer à aller vers la conclusion pour pouvoir libérer les masters qui doivent démarrer. Alors, moi je retiens 3 choses pour être vraiment très concis, aller directement à l'essentiel. La première chose, c'est de dire que l'intelligence économique doit d'abord être un état d'esprit. Il faut d'abord que ce soit une culture.
J'aime à dire à mes étudiants et à beaucoup de personnes avec qui j'échange parfois que beaucoup de dirigeants ont ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle la cécité stratégique. Ils n'ont pas la culture de la stratégie. Ils ne se projettent pas dans la durée. Donc, il faut que ce soit d'abord un état d'esprit, depuis les gouvernants jusqu'aux chefs d'entreprise, mais également jusqu'aux employés, première chose. La deuxième dimension de l'intelligence économique, donc c'est un dispositif, c'est un ensemble d'outils qui doit être articulé pour la collecte, le traitement, l'utilisation de l'information, diffusion en interne et en externe, mais également pouvoir utiliser toutes ces ressources pour créer de la valeur, se protéger, créer de la valeur. Et pour créer de la valeur, la deuxième dimension importante, ou la troisième plutôt, c'est savoir innover. D'où le mot que beaucoup aiment utiliser, mais qui est souvent galvaudé, l'agilité. L'agilité est quelque chose de très important aujourd'hui pour les organisations. Savoir innover rapidement, se positionner par rapport aux enjeux qui évoluent au quotidien. On parle aujourd'hui de flexi-sécurité. Cette flexibilité-là, elle va dans la sécurité, elle va dans la finance, elle va dans tous les secteurs d'activité. Et enfin, utiliser donc l'ensemble de ces acquis, de ces connaissances, et au profit des marchés africains. L'Afrique qui ne doit plus être la zone d'exploitation et d'approvisionnement en matières premières, qui ne représente que 3%, mais l'Afrique doit s'affirmer par rapport à ces enjeux de croissance qui aujourd'hui, cette guerre tacite entre plusieurs États. J'ai bien noté la transposition que vous avez faite en montrant aujourd'hui comment les gens pensaient que Trump, avec son départ, que les États-Unis allaient changer de position vis-à-vis de la Chine. Biden, dans son discours, a appelé l'ensemble des parties prenantes du monde occidental à une confrontation plus intelligente. C'est-à-dire, on ne doit pas s'opposer à la Chine telle que Trump le faisait, mais il faut que toutes les ressources du monde occidental puissent faire face à la Chine de manière plus intelligente. Donc la posture ne va pas changer. Ce qu'il dit sur Huawei ne changera pas en réalité. Huawei est désormais un adversaire et jamais les États-Unis ne vont lui ouvrir une autre route ouverte pour le laisser se développer. Donc voilà un peu des enjeux forts et quelle est la place de l'Afrique dans tout ça. Je ne pourrais pas conclure donc, sans le remercier, mais surtout sans remercier celui par qui tout est arrivé, M. Gueye, mon collègue, qui lui aussi est quelqu'un qui fait de l'intelligence économique, qui fait également des stratégies d'influence et qui quand même a pu faire venir ici M. Sakho. Je vais lui donner un mot. Merci docteur. Et je tiens tout d'abord à remercier M. Sakho pour sa brillante présentation. Oui, je suis dans l'intelligence économique et d'une part, je vais dire grâce à lui, parce que je l'ai connu quand je faisais ma certification en intelligence économique et veille avec le CAVI, Centre africain de veille et d'intelligence économique de Yaoundé. Au début de la formation, c'est lui qui a fait la leçon inaugurale. Et à la fin de la formation, j'ai eu quand même le privilège de recevoir mon attestation. C'est lui qui m'a remis mon attestation, mon certificat de fin de formation. Donc, c'est un homme de terrain, un homme d'analyse, de relationnel. C'est quelqu'un vraiment qui a l'état d'esprit dont il parlait tout à l'heure, qui est capable d'impulser des entreprises. Je pense que modestement, il ne vous a pas expliqué son parcours au niveau de la SOBOA. Et quand la SOBOA avait un client comme la NBA, il fallait mettre en place une stratégie d'attaque. Et je pense que c'est grâce à lui aujourd'hui que la SOBOA a pu se tirer d'un concurrent qui au début était très redoutable, qui était la NBA, qui commercialisait la boisson Lisa. Il n'était pas né. Vous n'étiez pas né, hein? Lisa. Non, il ne savait pas. Lisa, donc Chertal Djoum, qui a créé son entreprise à l'époque et avait donné le nom de la boisson
qui portait le nom de la première dame du Sénégal, Elisabeth Diouf. Lisa. Donc au début, qui vendait la boisson à 100 francs. Et là, il m'a marqué parce que le jour de la simplification, quand j'ai abordé la question, il me dit, mais écoutez, vous savez, il faut toujours avoir une stratégie offensive, défensive et d'attaque. Et ce sont ces 3 mots qui résument l'intelligence économique. La veille, la protection des données et l'influence. Et vous savez, comme il l'a dit, c'est un état d'esprit, mais la base de l'intelligence économique, c'est l'information. Donc, savoir s'informer. Vous l'avez vu peut-être en marketing, la première dimension, c'est l'information. S'informer, analyser. Donc, la deuxième dimension, c'est la prise de décision. Et ensuite, comment concrétiser ces décisions? L'action. Donc, c'est pourquoi ceux qui ont le sens de l'humour disent le plus souvent surveiller comme des Chinois, ensuite analyser comme des Français et agir comme des Américains. Je vais terminer par ces 3 mots. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de cette conférence, c'est qu'il faut avoir cet état d'esprit dont il parle et analyser, surveiller comme des Chinois, analyser comme les Français et agir comme les Américains. Analyse, décision, action. Fondamentalement, vous aurez toujours cette démarche à 3 temps. Analyse, décision, action. Merci. Je demande de tous se lever et de faire standing ovation. Je vais applaudir aussi. Activez vos micros. Il faut applaudir aussi, hein. Et activer vos micros et applaudir.